J'ai été élevé dans l'odeur du rhum. Pour moi, c'est une odeur familière. Quel que soit l'endroit du monde où je me trouve, quand je sens l'odeur du rhum, je me retrouve immédiatement en Martinique. Le premier parfum de nos pays, c'est celui du rhum. Et personne n'échappe à ce parfum, même ceux qui ne boivent pas du rhum. Il y en a qui boivent à une certaine heure, les uns après le travail, les autres dès le matin. Le rhum, depuis toujours, fait partie de la culture à Cuba. Il y a ceux qui préfèrent boire après le travail, les employés de bureau ou les ouvriers. Sur le trajet de la maison, ils font une escale dans un bar, boivent un ou deux rhums et reprennent leur trajet. Quand des amis se réunissent, on dit toujours « boire une bouteille ». On sort une bouteille et tant qu'elle n'est pas vide, on continue. Et là, je repense à mon grand-père. J'étais stupéfait de voir la quantité de verres de rhum qu'il consommait dans une journée et de voir aussi que chacun de ces verres avait un nom. Alors bien sûr, vous avez parlé du décollage le matin. Et puis vers les 9 h du matin, il y avait le mabillage. Le mabi est un arbre dont on utilise l'écorce pour faire une boisson. C'est les Caraïbes qui avaient inventé cette technique. Donc on mélange du rhum et du mabi. Un peu plus tard dans la journée, vers 10 h, on prend le cocoyage, c'est-à-dire de l'eau de la noix de coco mélangée avec du rhum. Un bon rhum blanc, combien de degrés à peu près de rhum? 50 degrés. D'accord. Tous ces punchs-là peuvent être bu en apéritif, en digestif. En apéritif ou digestif, comme on veut. Vers midi, 1 h, c'est la grande cérémonie du punch. Et moi, j'ai souvenir de cela. Parce que les servantes venaient. À l'époque, les gens avaient plusieurs servantes. C'était pas cher, ça coûtait pas cher. Avec un plateau spécial, la cuillère à punch, le flacon en cristal pour le sirop et tout. Donc, il y avait une véritable cérémonie du punch vers midi, 13 h, un peu comme la cérémonie du thé au Japon. Et le punch coco, c'est ce qui se vend le plus habituel. D'accord, c'est fait avec du lait de coco. Le rhum blanc, du sucre, un peu le lait Nestlé, les aromatisants. Ah, d'accord. Et oui. Puis l'après-midi, il y avait toutes sortes de choses, le Folly Bar. Le soir, il y avait la partante quand on quittait l'usine, donc on part, hein, donc il faut quand même prendre une partante. Et puis avant de se coucher, il y a le va-t'en coucher. C'est un médicament. Un médicament joyeux. C'est le fils joyeux de la canne à sucre. À votre santé. On ne peut pas seulement parler, il faut boire aussi. La canne à sucre, qui ne se développe que dans les climats chauds où alternent humidité et sécheresse, est originaire de l'Inde et de la Chine du Sud. Au VIe siècle, elle a été introduite par les Perses dans le bassin méditerranéen, puis par les Arabes, jusque dans le sud de l'Espagne et dans les îles Canaries. La canne à sucre, c'est ce qui a fondé les Antilles.
Bien sûr, les Espagnols, quand ils sont arrivés en 1492, ils n'étaient pas venus planter la canne à sucre. Ils étaient venus en Amérique pour chercher de l'or. Donc la canne à sucre est un hasard historique. En 1493, Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage vers les Amériques, amène la canne à sucre des Canaries et la plante dans l'île de Saint-Domingue, alors baptisée Hispaniola, et dans Cipango, qui devint plus tard Cuba. À l'occasion de ses voyages dans les Caraïbes, il l'introduit à Puerto Rico et à la Jamaïque. Quand Christophe Colomb a débarqué, il n'y avait pas encore de rhum, car il n'y avait pas de civilisation. Quand les bateaux des envahisseurs sont arrivés, une bonne invasion, ils nous ont fait cadeau de la langue et de la tradition espagnole qui est excellente. Mais il n'y avait pas encore de rhum. Le rhum est venu plus tard et a évolué au cours des siècles. L'expansion de la canne à sucre, liée aux conquêtes des colons espagnols puis portugais et de leurs émules européens, va faire surgir la canne à sucre au Brésil, à Cuba, au Mexique, au Pérou, dans les Antilles françaises, à la Jamaïque, au Venezuela, en Haïti. Si les Hollandais et les Français la plantent également dans les îles de l'océan Indien et en Indonésie, c'est dans les Caraïbes que la production de jus de canne devient une industrie puissante. Le sucre n'existait pas en Europe quand on a découvert les Amériques. Et c'est vrai que la canne qui sortait de l'Inde a apporté un phénomène énorme en matière de commercialisation. C'est-à-dire le sucre n'a pas servi dans un premier temps, comme on pourrait l'imaginer, à sucrer du thé ou du café. Ce serait quand même dérisoire. Le sucre a servi à conserver des aliments. Et à partir du moment où, à la fin du XVIIe siècle, vers 1680-85, on a su, grâce aux Juifs du Brésil, raffiner le sucre, ça a provoqué un basculement total de l'économie des îles qui sont devenues des îles à sucre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ de canne à sucre, mais vous voyez tout sauf la canne. Il y a énormément de paille par terre, il y a énormément de feuilles, des feuilles coupantes en l'air, il y a énormément de serpents. Et donc finalement, aller couper de la canne, c'est aller chercher véritablement des aiguilles dans des bottes de foin. Donc finalement, personne ne voulait le faire. Et c'est là, enfin, aucune main-d'œuvre ne voulait le faire, et c'est là qu'on a effectivement érigé ce système de traite uniquement pour couper de la canne à sucre. Vers 1510, l'industrie de la canne à sucre prend son essor avec les esclaves noirs importés d'Afrique par les Portugais et les Hollandais. Un commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques se développe alors et devient très rentable. Les navires partent des côtes portugaises, françaises, espagnoles, anglaises, chargés de denrées qui sont ensuite échangées en Afrique contre des esclaves. Les bateaux repartent vers les Amériques et les Caraïbes, où les esclaves survivants sont vendus aux colons. Puis les armateurs achètent ensuite des matières précieuses, des bois rares, et retournent en Europe pour les vendre. Il y a un paradoxe dans cette situation, c'est que la canne à sucre, c'est l'esclavage. C'est le fait que des millions de Noirs ont été déportés d'Afrique et ont été emmenés de force en Amérique. Donc c'est un lieu de mort, mais en même temps c'est un lieu de vie. Parce que l'implantation de canne à sucre est la matrice d'une nouvelle civilisation. D'un lieu où blancs et noirs sont certes en situation d'inégalité, s'affrontent, se détestent, où le racisme fleurit, mais où une nouvelle culture, une nouvelle langue apparaît, une nouvelle conception de l'identité. La tour Iznaga, au centre de la Valle de los Ingenios, à Trinidad de Cuba, symbolise parfaitement l'organisation des plantations sucrières. La tour domine les terres pour les surveiller.
à ses pieds, la maison de maître. De l'autre côté, un peu plus loin, les cases où logent les esclaves. Aujourd'hui, à Cuba, l'industrie sucrière est encore florissante et nombre d'ouvriers y travaillent dans d'immenses exploitations très structurées, à Santiago de Cuba ou à Santa Cruz del Norte, à côté de la Havane. Dans les Antilles françaises, les exploitations sont de taille plus modeste et artisanale, mais répondent aux mêmes nécessités du cycle de la canne. La couper, la broyer très fraîche pour en extraire le jus dont plus tard on fera le rhum. La canne à sucre, une fois broyée, le liquide ou vesou est récupéré. Après évaporation, il donne le sucre cristallisé et la mélasse. Si le XVIe siècle connaît le commerce du sucre, l'eau-de-vie de canne, plus tard appelée rhum, n'est pas encore apparue. Le rhum, dans un premier temps, c'était un sous-produit. Alors, bien entendu, ça paraît bizarre parce que le rhum est né sous-produit. Contrairement au cognac, aux armagnacs, aux grands vins, aux grands champagnes, qui sont nés un petit peu nobles et puis que finalement on a travaillé au fur et à mesure, et puis il y a eu des piètres copies, le rhum est né par le bas. À la Martinique, le père Labatte joue un rôle important dans l'amélioration des techniques de distillation. L'eau-de-vie qu'il trouve à son arrivée n'est qu'un alcool mal dégrossi. Il écrit « Les sauvages et les nègres l'appellent tafia. Elle est très forte, a une odeur désagréable et de l'âcreté. » Les améliorations apportées au broyage de la canne jusqu'au XVIIIe siècle permettent d'obtenir un jus plus raffiné et une cristallisation débarrassée de ses impuretés. Avant le boom de l'industrie sucrière, à la fin du XVIIIe siècle, les classes supérieures buvaient du vin, du cognac, du cidre. Les classes inférieures buvaient du rhum, sous-produit de la canne à sucre. L'alcool violent des débuts, encore trop fruste, pas assez raffiné, désinfecte les plaies des blessés, donne de l'audace aux combattants et alimente les beuveries qui succèdent aux batailles navales. Le rhum est devenu par excellence la boisson des marins pendant les longues traversées. Il les protège contre le froid des grands vents, remplace l'eau qui croupit et lutte contre les maladies. Quelques grands capitaines comprennent vite l'utilité du rhum et en prévoient une ration quotidienne. Boisson de la marine officielle, des marines nationales, le rhum est aussi adopté par les frères de la côte, qui écument la mer des Caraïbes depuis le XVIIe siècle. Ces pirates traquent l'or, mais aussi les cargaisons de rhum. Les flibustiers, qu'ils s'appellent John Hawkins, Davis, Morgan ou Francis Drake, aiment célébrer leur victoire par quelques verres de rhum tirés des barriques prises à leurs victimes. Mais c'est pour avoir trop fêté leur victoire que le pirate John Rackham et ses hommes ne purent s'opposer aux troupes royales et périrent ivre-morts. À terre, le rhum, c'est la boisson des nègres. Ils boivent le tafia pour oublier le travail épuisant qui leur est imposé dans les plantations, malgré un soi-disant code noir, instrument d'une législation hypocrite. Le code noir les considère comme des objets mobiliers, organise leur vie, leur enlève toute humanité.
Si dans les Antilles françaises, ils ont droit à la consommation du tafia, il arrive que dans d'autres pays, les lois soient différentes et ce plaisir leur est alors interdit. Il y a eu des interdits stricts du gouvernement espagnol qui prohibaient la vente de rhum aux Noirs dans certaines tavernes ou bars. Le rhum aurait pu inciter les esprits à la rébellion et à la violence. L'industrie sucrière qui donne naissance au rhum est florissante et enrichit les colons. Robinson Crusoe, avant d'être naufragé sur une île déserte, n'a-t-il pas choisi de s'enrichir au Brésil dans cette industrie? Il écrivait « Voyant dans quelle aisance vivaient les planteurs et avec quelle facilité ils faisaient fortune, je résolus, si je pouvais obtenir une licence, de m'établir dans ce pays et de devenir planteur comme les autres. » Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la révolution industrielle en Europe au XIXe siècle, elle est née dans les Amériques. Pourquoi Haïti a été le premier pays dans lequel on a eu une véritable révolution au sens moderne du terme? C'est parce qu'il y avait des ateliers en Haïti. Les usines fonctionnaient déjà sous le modèle de l'atelier. Donc la distillerie, la rhummerie, la sucrerie est le modèle de l'usine européenne de la révolution industrielle. Dans les Caraïbes, qui deviennent au XIXe et au XXe siècle la région du monde la plus grande productrice de rhum, les Antilles françaises, qui regroupent notamment la Martinique et la Guadeloupe, sont particulièrement florissantes. Au début du XXe siècle, Saint-Pierre de la Martinique est le premier centre mondial du commerce du rhum. Les produits originaires des îles françaises y transitent, mais le désastre survient en 1902. La montagne Pelée qui domine Saint-Pierre entre en éruption, répand sa lave volcanique sur la ville et la détruit. Les Antilles françaises connaissent la première étape de leur déclin avant de s'atteler immédiatement à la reconstruction. Au moment même où les Antilles françaises subissent le désastre de la montagne Pelée, le rhum cubain connaît une ascension irrésistible sous l'impulsion de Don Facundo Bacardi, premier de la lignée des Bacardi. Les hangars de la première distillerie à Santiago de Cuba sont remplis de chauves-souris. En 1862, quand Facundo Bacardi crée sa société, il choisit pour emblème la chauve-souris. 14 ans plus tard, Don Facundo gagne sa première médaille de récompense à Philadelphie. Le Bacardi était un produit universel, vendu dans une centaine de pays, dans toute l'Amérique latine, du centre, du sud, aux États-Unis évidemment, et en Europe. Après Don Facundo,
Un de ses 3 fils, Emilio, va donner à la marque les moyens de son expansion et de sa réussite dans les pays d'Amérique latine. Personnalité historique et mécène de la ville de Santiago de Cuba, Emilio Bacardi a définitivement installé la suprématie du rhum industriel et du rhum cubain. Emilio Bacardi participe activement à la guerre hispano-américaine et à l'indépendance de Cuba en 1898. C'est la demande des soldats américains stationnés à Cuba au cours de la guerre qui donne naissance au premier cocktail, le Cuba Libre, mélange de rhum et de Coca-Cola. Après la guerre, Emilio Bacardi devient maire de Santiago de Cuba, puis sénateur. Il part à l'assaut des marchés mondiaux et installe progressivement l'image d'un certain alcool des Caraïbes qui triomphe dans les expositions internationales et se voit ainsi reconnu. Dès 1918, sa conquête des marchés mondiaux est définitive. La maison d'Emilio Bacardi, aujourd'hui devenue une école, est une des traces dans la ville de la famille qui a contribué à son développement. C'est une époque florissante pour les Bacardi. Elle prend fin quelques décennies plus tard avec la nationalisation de l'industrie prononcée par la révolution castriste triomphante. Une fois exilée, la marque Bacardi continuera à produire du rhum dit d'origine cubaine et progressera constamment jusqu'à s'imposer dans le monde entier comme premier producteur de rhum. Aujourd'hui, les touristes à Santiago de Cuba ne savent peut-être plus qui est Emilio Bacardi, mais ils viennent écouter les concerts dominicaux de la Banda Municipal qui semble célébrer la tradition de la capitale d'Oriente à l'est de l'île du Lézard Vert. Les pays producteurs de canne à sucre emploient 2 techniques pour couper la canne. Quand le terrain est plat, les planteurs utilisent des machines qui effectuent une coupe quotidienne et massive de la canne, permettant ainsi une production industrialisée. Quand le terrain est escarpé, la coupe est effectuée manuellement par les coupeurs de canne, des macheteros dans le monde hispanique, suivant une technique pratiquée par les esclaves dès la naissance des plantations. Entre les 2 techniques de coupe, la rentabilité est très différente. Dans les pays du rhum industriel, la capacité quotidienne du coupeur est trop insuffisante et la coupe se fait essentiellement à la machine, seule à pouvoir traiter d'énormes quantités de canne à sucre.
À la différence du rhum agricole qui utilise directement le jus de la canne pour produire l'eau de vie, le rhum industriel produit cet alcool comme une utilisation secondaire de la production sucrière. Le rhum agricole produit sur place ce qu'il extrait de la canne. Le rhum industriel est produit à partir de la mélasse, qu'elle vienne de l'usine voisine ou d'autres pays, transportée en train ou par tanker. Ainsi, le centre industriel de Santa Cruz del Norte, à Cuba, dispose d'une usine sucrière qui produit de la mélasse, des produits dérivés transformables et d'une distillerie. C'est là, à quelques kilomètres de l'usine sucrière, que la mélasse est raffinée, puis fermentée pendant plusieurs jours avant d'être distillée. Après le dosage en alcool, le stockage dans les chais, pendant plusieurs mois ou plusieurs années suivant les différentes qualités. Le rhum est alors prêt à être mis en bouteille pour être vendu. Gramos de azúcar blanca, 8 grammes de sucre blanc, 8 gramos de zumo de limón, 8 grammes de jus de citron. On mélange le tout dans un shaker. On ajoute 5 gouttes de marasquin et 45 grammes de rhum. Le daiquiri est issu d'un mélange que buvaient les mineurs de la province d'Oriente à la fin du siècle dernier. Le cocktail fut baptisé du nom d'un village de la Sierra Maestra. Servi avec de la glace pilée et quelques gouttes de marasquin, c'est le daiquiri frappé, réinventé par Constante, barman vedette du bar Floridita, et célébré par Ernest Hemingway. Quand il s'agit simplement d'un mélange de rhum blanc, de citron vert avec un peu de glace, c'est le daiquiri natural. C'est au début du XXe siècle que la mode du rhum se répand dans le monde et gagne petit à petit l'Europe. Les producteurs de rhum ont réussi progressivement à s'imposer sur les marchés et les consommateurs européens adoptent peu à peu cette boisson. L'âge d'or vraiment du rhum, c'est le début du XXe siècle. Avec la guerre 14-18 où là, c'est des centaines de milliers d'hectolitres qui sont partis là-bas. Et c'était d'ailleurs une boisson très prisée dans les cafés parisiens. Hein. Je veux dire qu'on allait facilement dans un café et on commandait un petit rhum. Hein. Aujourd'hui, ça serait un peu invraisemblable. Je rappelle que pendant la guerre de 14-18, c'est le rhum qui, dans les tranchées, faisait office de médicaments, de boissons, de réchauffants et de tout. Le rhum a eu aussi sa part dans l'action. Ainsi s'exprime le maréchal Foch en pleine guerre de 14-18. Le rhum est abondamment livré dans les cantines. Il faut soutenir le moral des soldats dans les tranchées avant qu'ils ne partent à l'attaque, au carnage. La guerre draine d'énormes quantités de rhum importé. Il est même utilisé dans la fabrication des explosifs. À l'arrière, on s'en sert comme antiseptique dans les hôpitaux militaires. Chaque fois qu'en Europe il y avait une guerre, 1870, 1914, 39-45, le marché métropolitain sollicitait, n'est-ce pas, le rhum pour une raison simple, c'est que par exemple dans les vignobles il n'y avait pas de bras. Les gens étaient sollicités pour partir à la guerre. Donc quelque part on avait besoin d'un alcool fort pendant ces périodes de guerre, et chaque fois qu'il y avait une crise de ce type en Europe et en France, bon, ben, le rhum bénéficiait, n'est-ce pas, de cela. Mais il ne faut jamais oublier que le rhum concurrençait les alcools métropolitains, et qu'en temps de paix, les fabricants d'alcool métropolitains n'étaient pas tellement d'accord à ce que le rhum envahisse leur marché, le marché qu'ils considéraient comme étant le leur, hein, quelque part.
Et après la guerre, les distillateurs métropolitains ont provoqué une espèce de loi, je dirais, contre le rhum, appelée la loi du contingentement. C'est-à-dire qu'on a contingenté les arrivées de rhum sur le marché métropolitain. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, seuls les gros distillateurs ont pu survivre. C'est-à-dire les grands blancs, les descendants des colons, les béquets, comme on dit. One night, Dom and Jimmy spied strangers at the door. Let you in without a card? Yeah, get a load of this. Oh, that's different. Wait just a minute. Come on, quick, everybody, drink up. Hey, Nick, drop those bottles. Take a look at that. Okay. Hey, Gus, sure that's the last now? Hey, all right. Take it easy. Take it easy. En Amérique du Nord, la production de rhum tire paradoxalement sa richesse du déchaînement des ligues anti-alcooliques. Elles arrivent à faire instituer le régime de la prohibition. En 1920, les sociétés de tempérance américaines obtiennent gain de cause. Une industrie parallèle et clandestine pourchassée par la police se met en place. Elle favorise le développement de l'empire du crime, ses hors-la-loi, ses mythologies, son romantisme, ses excès indéfendables qui fascinent la société tout autant qu'ils la révoltent. La prohibition, c'est la grande opportunité de Cuba. La Havane est à 2 heures de vol de la Floride. Les Nord-Américains affluent. Ils y consomment en toute liberté les rhums cubains, en particulier le Bacardi et ses cocktails. La Paname en fait la publicité dans les rues de New York. Volez vers Cuba aujourd'hui et baignez-vous dans le rhum Bacardi. Les amis américains viennent en masse à Cuba. Les touristes, mais aussi des amis moins honnêtes. Les chefs de la mafia qui investissent la Havane et organisent trafic et prostitution. Ils aiment se retrouver dans les bars autour du rhum. Parmi les vrais amis américains, et qui le resteront bien au-delà de la prohibition, Ernest Hemingway. Dans les années qui précèdent son installation dans la belle villa de la Finca Vigia, sur les hauteurs de la Havane, il loge souvent à l'hôtel Ambos Mundos. Quand il abandonne sa machine à écrire, il vient déguster dans les bars de la vieille Havane ses cocktails préférés. À la Bodeguita del Medio, c'est le mojito. Au Floridita, c'est le daiquiri. Le seul homme qui a travaillé avec lui, c'était moi. Personne d'autre n'a travaillé avec lui. De 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, on pêchait. Cuisinier, marin, machiniste, tout. Je faisais tout ce qui avait rapport à la mer. Pour préparer les mojitos, on prend de la feuille d'oranger sèche, de la feuille de citronnier, et on fait un petit paquet de menthe sauvage. Que l'on rajoute avec les zestes de citron et d'orange. Tout le monde le trouvait bon et demandait où j'avais appris à le faire. Je l'ai appris sur la mer avec les marins.
partir de la fin de la Prohibition en 1933, ceux qui avaient tiré richesse des interdits de cette époque investissent largement cette île si proche de la Floride. Cuba est régi par un gouvernement corrompu. La Havane devient la plaque tournante de la pègre américaine qui dirige les lieux de distraction, les réseaux de prostitution, achète des hôtels ou les fait construire. Les barman se regroupent en associations de cantineros. Ils deviennent des vedettes que l'on recherche d'un bar à l'autre. L'économie de l'île est tout entière orientée vers une exploitation à court terme, qui est interrompue par le succès de la révolution de Fidel Castro et de ses barbudos de la Sierra Maestra. Autre temps, autre destin pour le développement de l'industrie du rhum. Quand les distilleries sont nationalisées par la révolution castriste, les Bacardi s'installent définitivement à Puerto Rico. Depuis quelque temps, ils y avaient monté une usine pour des raisons fiscales face au marché américain. L'immeuble Bacardi de la Havane, aujourd'hui en restauration, est une construction splendide par son architecture et sa décoration. C'est un symbole de cette réussite, maintenant exilée. Fidel Castro, en nationalisant l'industrie du sucre et du rhum, fait de celle-ci la toute première du pays avec le tabac. Il mène lui-même, parfois avec Che Guevara, la coupe de la canne à sucre à laquelle chaque Cubain se doit de participer. Le Ron Cuba puis le Havana Club remplacent Bacardi auprès des consommateurs cubains. Après la chute du rideau de fer dans les pays de l'Est, l'économie cubaine est déstabilisée. L'association au sein d'Havana Club International avec le français Pernod Ricard va permettre une renaissance extraordinaire du rhum cubain. Et aujourd'hui, les cocktails mojitos se fabriquent à la chaîne pour les touristes. Le rhum est né en tant que produit pour les flibustiers, les corsaires, enfin tous ceux qui voulaient oublier un petit peu, je veux dire, la difficulté de l'existence environnante. Et puis c'est au fur et à mesure que, comme par hasard un petit peu, on pourrait dire, dans les Antilles françaises, que justement on a eu une espèce d'aspiration par le haut avec l'arrivée du rhum agricole qui en fait aujourd'hui est un rhum haut de gamme, tout le monde le reconnaît, mais qui est surtout pur jus de canne à sucre et qui est aujourd'hui d'ailleurs une appellation d'origine contrôlée au même titre que les champagnes, les cognacs, les armagnacs ou les grands vins, quoi. En 1996, l'appellation d'origine contrôlée permet aux rhums des Antilles françaises de voir reconnaître leur originalité, leur identité. Le terroir, l'ensoleillement, le climat, le traitement direct du jus de canne, une exploitation totalement locale, donnent à certains rhums traditionnellement agricoles un arôme spécifique. C'est une qualité maintenant considérée haut de gamme, à l'équivalent d'alcool de renom produit en France métropolitaine. Les distilleries agricoles n'existent qu'à la Martinique et à la Guadeloupe. Sinon, si vous allez dans les Antilles anglaises ou espagnoles, vous allez avoir des sucreries qui vont faire du sucre et des annexes de sucreries qui vont faire du rhum derrière. Cultivée, coupée, broyée immédiatement, la canne à sucre produit des résidus et un jus. Ces résidus du broyage, appelés bagasse, sont utilisés comme combustible pour faire fonctionner les machines à vapeur nécessaires au cycle mécanique de tout le processus. Un système autonome exemplaire. Les différences de qualité entre les rhums du monde entier viennent notamment des conditions dans lesquelles s'effectuent les diverses étapes de fabrication. La fermentation, le raffinage, la distillation, la maturation, la diminution du degré d'alcool. C'est là que le distillateur peut intervenir, modifier le caractère du rhum et lui donner sa véritable identité grâce à des secrets de fabrication jalousement protégés. Quand on nous a dit, vous, on va vous appeler rhum agricole de la Martinique et que les autres, on va les appeler rhum industriel, de là où ils sortent. Bon, nous, on était d'accord, on a marqué rhum agricole sur toutes nos bouteilles. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que personne n'a marqué rhum industriel sur les leurs. Les autres se sont dit, et ils ont raison, ils se sont dit, puisqu'en plus on est antérieur au rhum agricole, on est un rhum traditionnel, même bas de gamme,
Et donc aujourd'hui, le nom officiel du rhum industriel, c'est rhum traditionnel. Alors bien entendu, au point de vue commercial, ça nous pose un gros problème, parce que nous, agricoles, ça fait pratiquement paysan, quoi, je veux dire, hein, ça fait le rhum de base. Le rhum agricole des Antilles françaises représente moins de 10% de la production mondiale. Il bénéficie de ses liens privilégiés avec la France métropolitaine et d'une protection fiscale européenne. Mais cet avantage masque la réalité. Dans les autres pays, ce sont les rhums industriels américains, cubains, canadiens qui dominent le marché, offrant aux consommateurs des prix plus avantageux. Rhum industriel à Cuba et en Amérique du Nord, rhum agricole à la Martinique. Un cocktail national de tiponche. Pour commencer, vous versez un peu de sirop dans le verre. Pas dans un bar fréquenté par les touristes comme à la Havane, mais sur le seuil d'une simple maison martiniquaise. Vous versez le rhum, pas trop non plus, ne pas être tout dit. Prenez une tranche de citron vert que vous allez presser, on appelle ça presser lager, pour lâcher dans le verre. Un petit glaçon. Et pour aromatiser tout ça, il vous faut le petit lait pour pouvoir bien remuer. Là, vous avez un bon petit punch local bien préparé. Le rhum, c'est tout, c'est un médicament. Il y a beaucoup de médicaments créoles dans la composition desquels entre le rhum. Quand un enfant est grippé ici, il y a une espèce de potion à base de rhum avec laquelle on frotte l'enfant, et je vous assure qu'au bout d'une heure, il est revigoré. Je ne sais pas quelles sont les propriétés, mais moi j'en ai fait l'expérience. Le rhum, ça rentre dans la composition des aphrodisiaques. Hein, le fameux bois bandé, ça rentre dans la composition de la pâtisserie, des gâteaux, etc. Donc c'est pas seulement une boisson. Au cours de leur migration forcée, les esclaves noirs africains ont importé leur religion dans les Amériques et les Caraïbes. C'est le vaudou en Haïti, le candomblé au Brésil, la santeria à Cuba, avec leurs représentants des divinités, les orishas. Dans leur cérémonie, le rhum prend une place particulière. Les saints, et bien sûr les orichas, boivent du rhum et de l'eau de vie. Les pratiquants aussi, dans la mesure où on asperge de rhum les orichas, les divinités. L'officiant boit aussi. Il est habituel de boire lors des cérémonies de la santeria. Pas énormément, mais bien. Lors des séances spiritistes, où les médiums reçoivent les esprits, les Africains morts se joignent aux festivités par l'intermédiaire des corps des médiums. Et la première chose qu'ils demandent, c'est toujours un peu de rhum, un peu d'eau de vie. À l'époque de la mondialisation économique, les rhums industriels détiennent la suprématie. Le tourisme s'est fortement développé dans les Caraïbes depuis une dizaine d'années. Il contribue pour une grande part à la diffusion du rhum hors de ses zones de production. Les Européens de passage dans les Caraïbes ou dans les Amériques
Qu'il soit sensible au mélange attrayant des cocktails ou qu'il s'intéresse à une dégustation plus fine, découvre ou redécouvre les nombreux arômes du rhum. Après les aventuriers, les marins et les corsaires, après les légendes et les traditions, la dégustation du rhum reprend sa place pour une certaine notion du plaisir. Entre histoire et légende, la première boisson du monde continue ses aventures. Alors mes chéris, venez voir la Marie. Le bon bois bandé, mes chéris. Les recommandés pour faire bandé. Ça marche? Oui, ça marche. 2 cuillères à soupe seulement, hein. Sinon on finit à l'hôpital. Mon grand-père était fils d'une africaine Yoruba et d'un espagnol de Bilbao. Il a vécu 108 ans. Fumait 20 cigares par jour et buvait sans arrêt du café. Quand il se levait, tôt le matin, il buvait à jeun un petit verre d'un breuvage dont sa mère lui avait enseigné la préparation. La base essentielle était du rhum mélangé à des herbes et à quelques fruits. Il fallait le laisser un certain temps à la nouvelle lune, l'enterrer un moment jusqu'à pleine maturité. Il avait toujours une bouteille de ce breuvage dont la base était le rhum, mais qui contenait aussi du gingembre, des piments et d'autres herbes. Il buvait cela avant le premier café, et après il fumait ses 20 cigares. Bon, mon père le faisait aussi, il n'a vécu que 85 ans. Je le fais aussi et j'ai 57 ans. On verra bien.